l'Académie, qui, elle, produit des rapports avec des auditions des experts et des personnalités compétentes sur les différents sujets en santé. Et le choix de la Fondation cette année a été de développer les discussions sur ce concept relativement nouveau aussi de l'exposome. Et je dois dire que dans ce domaine, la Fondation joue un rôle très important de sensibilisation du grand public et de développement de connaissances fondées sur la science dans les différents domaines qu'elle aborde. Et l'Académie de médecine que je représente aujourd'hui, je suis chargé d'excuser son président qui est retenu, c'est un chirurgien, il ne fait pas toujours ce qu'il veut. Et donc, je suis chargé de l'excuser et en même temps de vous dire que les débats organisés par la Fondation permettent d'ouvrir de façon très importante au très grand public, mais aussi au public cultivé, toutes ces questions sur lesquelles beaucoup d'idées fausses circulent. Et l'Académie de médecine a dans son rôle justement de redresser et de fonder sur la science toutes les opinions qui se développent sur ces importants sujets en santé. La Fondation a été créée par quelqu'un que nous respectons beaucoup ici, qui a été président de l'Académie, qui s'appelait Monsieur Pierre Joly, qui était pharmacien et qui maintenant est même président de la Fondation de la recherche scientifique. Et nous avons donc des missions, comme l'a dit Monsieur Alilaire, d'information, de diffusion des connaissances, et on s'appuie vraiment sur la qualité scientifique de tous les membres de l'Académie pour faire ces débats et d'inviter qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui, que je veux déjà remercier avant de donner la parole à Yves Lévy. À côté du débat qu'on aura aujourd'hui sur l'exposome, je voudrais juste vous rappeler, pour ceux qui nous connaissent moins bien, qu'on a eu des débats sur le vieillissement et que ceux-ci vont être prolongés cette année sous la direction du professeur Jean-Pierre Michel, gériatre. L'idée étant de... Ça paraît commun parce qu'on en parle dans tous les journaux, mais je crois que c'est quand même très important et que la Fondation peut amener quand même vraiment à une mission dans ce domaine, en lançant également des appels à projets, c'est de le maintien à domicile et finalement le parcours de vie des gens, parce que j'aime souvent dire qu'on vieillit dès le premier jour où on est, et ça on oublie de s'en occuper, et peut-être qu'il y a une sensibilisation aussi des plus jeunes à s'occuper du vieillissement. Donc il y aura cette année des débats sur le vieillissement. Et le deuxième sujet que nous avons abordé l'année dernière, qui sera poussé là aussi, qui est un sujet de sociétal très important, sera poussé au niveau de nos politiques, c'est le problème de l'alimentation. Là aussi, de très très nombreuses fake news circulent et c'est difficile, mais c'est vrai qu'il y a un lien, et là je rejoins le petit message de Global Health dont a parlé, la santé globale dont a parlé Monsieur Alilaire, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le fait que les vaches produisent des gaz, pour ça qu'il faut être vegan, il y a des vrais sujets de réflexion, qu'est-ce qu'il faut manger comme protéines, et c'est un sujet aussi là qui est très 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 exploité de façon souvent, j'allais dire entre guillemets, malsaine, et que l'obésité est un problème de société, le diabète également, avec des relations avec la génétique également, tout ça est abordé dans ces débats. Et enfin, le troisième grand débat, qui là aussi est un phénomène de santé, en dehors de toute mode féministe, c'est de s'intéresser à la santé des femmes pour des tas de raisons. D'abord, j'ai pas la chance d'être une femme, ou la malchance, je sais pas comment il faut dire, mais elles ont des pathologies particulières et surtout elles ont besoin de s'intégrer de façon définitive à la société. Et on a eu ici, on a accueilli au début janvier le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui nous ont montré les souffrances des femmes dans le monde, et je ne vais pas tomber dans des lieux communs, mais que c'est un vrai souci de société et qu'il y a besoin de santé, ce d'autant que vous le savez, il y a une vraie carence médicale dans le domaine de la gynécologie notamment, et dans le domaine obstétrical en particulier. En synthèse, pas une conclusion, puisqu'on est dans l'ouverture du débat, ce n'est pas une conclusion, mais une synthèse. Nous avons un problème lié à cette présence de multi-expositions chroniques à faible dose dans nos environnements, exposition vie entière, et en particulier dans les phases sensibles de la vie, le développement de l'embryon, le développement de l'enfant, au moment de la reproduction, une toxicologie qui a des limites, qui a fait des très grands progrès, mais qui a des limites surtout face à tous ces mélanges, une épidémiologie qui a aussi fait des progrès, mais qui a encore beaucoup de difficultés à démontrer les relations entre cette imprégnation, ces expositions et les effets, et puis des grands espoirs dans ces programmes exposomes qui se développent, en particulier dans les programmes européens. Donc, on a le risque chimique
qu'on évoque aujourd'hui, mais il ne faut pas pour autant oublier le risque microbiologique. Nous avons une présence de danger, c'est certain et c'est démontré. La liste complète, pas encore, et je ne sais pas si on l'aura un jour, vu le nombre de molécules et de métabolites qui apparaissent. La connaissance des expositions, ça dépend des familles de molécules, ça dépend des domaines. On sait beaucoup ce qu'il y a comme type de pollution dans les eaux, on en sait déjà moins dans les aliments, moins dans l'air aussi. Donc, vous voyez, on a encore des progrès à faire. Nous, on a des compétences nationales et en particulier européennes qui sont très bonnes, avec des programmes Exposome qui sont financés au niveau européen et des moyens qui sont évidemment disproportionnés et insuffisants par rapport à l'ampleur de ce problème qui est absolument considérable. La première question que l'on pose dans le baromètre concerne les préoccupations principales des Français. Vous avez ici les résultats du baromètre 2021 qui sont basés sur une enquête qui a eu lieu en novembre 2020. Le baromètre 2022 sortira après les élections législatives au mois de juin et il sera basé sur l'enquête qui a eu lieu en novembre 2021. En novembre 2020, quand on propose cette liste que vous voyez ici de sujets aux Français, sachant que la santé a été ajoutée en novembre 2020 et qu'elle ne faisait pas partie des sujets auparavant, c'est une des illustrations de l'évolution que l'on inclut parfois dans le baromètre. Donc nous voyons en premier sujet qui sort la santé avec 26% des réponses, et nous voyons le dernier sujet sélectionné, les risques nucléaires avec 1%. Cette diapo simplement pour signifier que on a de la relativité dans le domaine. Si on demande aux Français est-ce que les risques nucléaires sont importants pour vous, est-ce qu'ils vous préoccupent, on aura vraisemblablement une réponse oui. Si on leur demande parmi les sujets suivants quel est celui qui vous préoccupe le plus, là nous allons avoir 1% seulement des Français qui vont sélectionner le nucléaire. Donc ça n'est pas pour dire les risques nucléaires ne sont pas importants et ne préoccupent pas les Français, c'est simplement pour dire que, mis en concurrence avec d'autres sujets, le risque nucléaire, en l'occurrence, mais les autres risques de la même manière, ne viendront pas sur le devant de la scène. Et ce fait-là a une incidence forte sur la gestion du risque que l'on peut mener ensuite. Venons-en maintenant au cœur du sujet qui nous préoccupe ici, les risques chimiques. Alors, quelle perception par les Français? Je ne prétends pas ici vous donner la solution ou l'explication ou l'alpha et l'oméga. Ce sont simplement, encore une fois, les résultats que nous proposent les enquêtes du baromètre. Vous voyez sur cette diapositive le schéma qui résume l'ensemble des réponses des Français sur les situations à risque proposées dans le baromètre. Et ce sont les réponses à deux questions, une question sur le niveau de risque perçu et une question sur le niveau de confiance dans les autorités. Je m'intéresse ici d'abord à la question du niveau de risque perçu et nous viendrons à la confiance ensuite, mais j'aime vraiment beaucoup ce schéma parce qu'il permet de mettre en rapport l'ensemble des situations à risque et à la fois les niveaux de risque perçus et la confiance. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on constate? Que les risques chimiques sont globalement perçus comme élevés, et c'est le cas en particulier pour les pesticides et pour les pollutions de l'air, des sols et de l'eau, ainsi que pour les déchets chimiques. C'est un peu moins le cas pour les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules et les installations chimiques. Pour ce qui est de la confiance dans les autorités, on constate globalement un effet inverse, c'est-à-dire qu'en particulier pour les pesticides, la pollution de l'air et les déchets chimiques, nous avons un niveau de confiance qui est faible. Alors, là encore, relativisons légèrement. Il faut noter que dans les réponses que l'on obtient au baromètre sur les niveaux de confiance dans les autorités pour protéger la population contre toutes les catégories de risques que l'on propose, les niveaux sont extrêmement faibles. Le risque pour lequel
le niveau de confiance est le plus fort est le sida, et la confiance est de 40%. Donc c'est à relativiser quand on a des niveaux très faibles. Mais pour les pesticides, on a des niveaux particulièrement faibles, pour la pollution de l'air et les déchets chimiques aussi. C'est aussi le cas dans une moindre mesure, légèrement moindre, pour les pollutions des sols et de l'eau, ainsi que pour les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules et les installations chimiques. Des ambiguïtés du principe de précaution, qui est devenu, comme vous le savez, constitutionnel, puisqu'il me semble que dans l'espace médiatique, il existe deux versions, en fait complètement différentes, du principe de précaution. La première, la vraie, si j'ose dire, qui est celle qui est inscrite dans la Constitution et qui prétend bénéficier d'une dimension objective, cette définition dit ceci: l'État, en fonction d'une procédure qui sera essentiellement scientifique, prend une décision qui résultera du rapport entre le coût et le bénéfice. Il faut donc faire des recherches pour essayer de diminuer les zones d'incertitude. C'est donc un principe qui pousse à l'action. Mais la seconde version du principe de précaution, qu'on pourrait qualifier de sociétal, résulte d'un glissement de sens qui permet de revendiquer le droit de vivre tranquillement, autrement dit de ne pas être exposé à une inquiétude et de réduire non pas le danger, mais le souci et l'angoisse. Autrement dit, c'est un principe de précaution qu'on utilise pour traiter non pas le danger, mais l'anxiété. Or, il existe beaucoup de situations dans lesquelles les mesures qu'on doit prendre pour limiter un danger ne sont pas celles qu'on doit prendre pour limiter l'anxiété. C'est ainsi que, dans de nombreuses situations, en vertu du principe de précaution, il est demandé à tous ceux qui entreprennent une activité productive ou une recherche créatrice d'apporter d'avance la preuve de l'absence de risque qu'ils courent ou font courir aux autres, ce qui excède tout simplement les possibilités de la condition humaine, notamment parce que, comme je l'ai dit, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Il leur est ainsi demandé, au nom du même principe qui vire au principe de suspicion, de prévoir l'imprévisible. Ainsi suscitons et promeutons la naissance d'un nouveau type d'homme qu'on somme de renoncer à tout progrès dans la connaissance et dans l'action, faute des certitudes absolues qu'il doit exiger de lui-même avant d'entreprendre. Alors, comment est-ce que cette situation assez paradoxale, finalement, est devenue possible? Cela ne provient sans doute pas de ce que la science serait insuffisamment diffusée, comme cela est souvent évoqué, car la vie quotidienne parle un langage pour partie scientifique, tous les jours donc. Mais la surinformation qui circule dans les médias est multiple et contradictoire. Il est possible de lire un jour dans la presse que le vin rouge donne le cancer et le lendemain qu'il protège du cancer. Et par sa surabondance, l'information dite scientifique crée de l'indécidabilité, donc de la perplexité. Et je pense que ça serait intéressant, s'agissant des risques chimiques, d'essayer de comparer leur halo symbolique au halo symbolique du nucléaire civil. Le halo symbolique du nucléaire civil, Madame Gillet aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, il est très fortement contaminé par le passé du nucléaire. Passé militaire d'abord, mais aussi les accidents bien connus qui ont alimenté ce halo. Et il a aussi ceci de spécifique, qui rejoint peut-être la problématique du risque chimique, qu'il mélange des peurs de court terme, l'explosion, et des peurs de long terme. Pour le nucléaire, c'est les déchets nucléaires. Pour la chimie, c'est les effets à long terme de polluants divers dont on ne connaît pas bien les effets qu'ils pourraient avoir sur la santé, par exemple, à très long terme. Et puis, ils ont ceci de commun aussi qu'ils sont associés à l'idée de non-localité. La radioactivité, dès lors qu'elle est répandue, peut circuler partout dans l'atmosphère, de même qu'un polluant chimique, vous l'avez dit, se retrouve partout dans l'atmosphère. Et donc, je pense que ce serait intéressant d'essayer de voir comment les différents halos nucléaires et chimiques
se rejoignent ou se distinguent. Pour finir, on a constaté par une enquête que le halo symbolique du nucléaire civil est lié à l'idée que l'on se fait de la puissance de l'État. Si on a confiance dans l'État, on a confiance dans le nucléaire civil, on a confiance dans l'autorité de sûreté, dans l'expertise des gens qui sont responsables. C'est associé à la puissance publique, c'est symbole de souveraineté, d'indépendance, etc. Par contre, les personnes qui se méfient de l'État, qui sont plutôt libertariennes, n'aiment pas le nucléaire civil, au motif qu'il réclame à la fois une forte centralisation, une conception hiérarchique de l'arbre des décisions, etc. Et je me demande, c'est une question, si pour le risque chimique, la dangerosité qu'on lui attribue n'est pas liée non pas à l'État, mais plutôt à l'image que l'on se fait des grands groupes industriels, qui connoteraient la façon dont on perçoit le risque chimique. Tout notre système juridique repose sur la question du lien de causalité. Or, comme vient de le rappeler Étienne Klein, les liens de causalité, c'est quelque chose qui est très difficile à établir dans nos domaines. Or, le lien de causalité, il est au centre des débats sur la responsabilité. Vous ne pouvez pas établir un délit ou demander une réparation civile si vous n'établissez pas un lien de causalité entre le dommage dont vous vous plaignez, qu'il s'agisse d'une atteinte à une personne ou qu'il s'agisse d'atteinte au bien ou qu'il s'agisse même de nuisance. Si vous n'établissez pas un lien de causalité entre votre préjudice et la cause dont vous vous plaignez. Or, dans les domaines qui nous occupent, ce lien de causalité est excessivement difficile à établir. Il n'y a guère, à ma connaissance, que dans l'amiante, où on retrouve des fibres d'amiante dans les poumons des gens, que l'on peut établir vraiment avec certitude que vous avez un lien de causalité. Alors, on a essayé, par exemple, sur les maladies professionnelles. C'est aujourd'hui considéré comme de fortes présomptions, si vous manipulez tel ou tel type de produit, que vous puissiez vous plaindre de tel ou tel cancer ou de telle ou telle maladie neurodégénérative. Donc, le problème a été réglé de cette manière-là, mais on n'est jamais que dans une espèce de présomption légalisée, parce que vous ne pourrez jamais prouver que le cancer du poumon de monsieur X est lié au fait qu'il a été exposé à tel ou tel type de produit. Après tout, monsieur X pouvait être un fumeur aussi, et le cancer est peut-être lié au tabac et pas à son exposition professionnelle. Donc ça, c'est quand même une très grande difficulté. Deuxième problème, toujours sur ce lien de causalité, la difficulté est encore beaucoup plus grande lorsque on est en présence de causes multiples. Et aujourd'hui, dans les domaines de l'exposition au risque chimique, je ne parle pas du risque radiologique dont on pourrait parler aussi, mais qui est un sujet un peu voisin mais différent, la difficulté dont je parlais est démultipliée. Parce que comment est-ce que lorsqu'il y a une exposition à une multitude de facteurs, et très souvent aujourd'hui, les expositions sont plurifactorielles et les causes des maladies plurifactorielles, vous allez privilégier tel produit par rapport à tel autre et donc pouvoir établir la responsabilité de tel acteur plutôt que de tel autre. Bon, il n'y a guère que lorsque l'on parle de responsabilité de l'État qu'à la limite, on peut essayer de franchir ce problème en considérant qu'il y a une faute de l'État dans une réglementation insuffisante de la prise en compte des effets cocktails. Mais en dehors de ça, c'est extrêmement difficile d'apporter une preuve. Alors, c'est cette situation très particulière de la difficulté d'apporter une preuve irréfutable qui est mise à la charge de la victime, bien entendu, que le droit a trouvé un certain nombre de solutions dont je vais parler maintenant, en soulignant le fait que
lorsque je dis que la charge de la preuve est sur le dos de la victime, il y a un domaine où la situation est différente, qui est de nature réglementaire, qui est toute la réglementation communautaire que l'on appelle REACH, R-E-A-C-H, c'est-à-dire la réglementation des produits chimiques, puisque pour pouvoir obtenir les autorisations de mise sur le marché, les producteurs de ces molécules doivent apporter la preuve de leur innocuité. Donc là, il y a un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que dans le cadre de REACH, qui ne concerne pas tous les produits chimiques, mais quand même les plus préoccupants, vous ne pouvez mettre et laisser sur le marché qu'un produit pour lequel vous avez administré la preuve de son innocuité ou de sa faible nocivité. Alors, d'où des études très lourdes et une mutualisation du reste entre les industriels de ces études. Donc, je vais tout de suite conclure. Pas conclure, mais disons donner des pistes ou des idées ou je ne sais quoi de ce qu'on peut retenir, nous, sur cette question-là. L'exposome, c'est peut-être une opportunité. Et il faut le voir aussi, enfin, la notion d'exposome, même si elle est d'origine récente, du fait qu'actuellement, on est sur une accumulation, ce que j'ai dit au départ, de recommandations multiples. Alors, on sait en plus que le système français, mais pas seulement français, d'agences de santé est extrêmement complexe, où chacun dans son coin prend une initiative, pas du tout, voilà, très peu coordonnée, où des fois c'est une décision politique, des fois c'est une décision administrative, enfin, c'est très peu coordonné, et donc peut-être que l'exposome, c'est peut-être une opportunité, avec quelques limites. D'abord, simplifier. Je crois qu'il faut essayer d'organiser tout ça dans des blocs, je ne sais pas comment faire, mais c'est vous les experts, dans des blocs cohérents. Enfin, on ne peut pas communiquer sur tout en tous les sens. Alors, j'ai vu qu'il y a une campagne actuellement sur les perturbateurs endocriniens, très bien, qui d'ailleurs a l'avantage de recommander l'aération, très bien. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il y a voilà, c'est une campagne dont l'initiative vient je vois bien d'où il vient, c'est du plan santé national santé-environnement. Voilà, est-ce que toutes les études ont été faites pour s'assurer que c'est le moment de le faire au bon moment, etc. Donc ça, c'est la qualité de l'intervention, peut-être, j'espère que oui. Et je rappelle quand même que la simplification est importante parce que lorsqu'il y a, comme vous le savez, il y a un gradient social en santé et que la complexité est particulièrement délétère pour les personnes les plus défavorisées, puisque on a montré, enfin c'est connu, que la charge mentale des personnes défavorisées est nécessairement plus restreinte, parce que vous, si vous avez un problème entre changer votre pneu et aller chez le dentiste, c'est juste une question d'agenda. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est autre chose. Et ça va le préoccuper beaucoup plus fortement. Et donc, évidemment, il a moins l'occasion, si vous lui présentez une information qui n'est pas du tout structurée ou désordonnée ou qui va en tous les sens, finalement, vous augmentez ce qu'on appelle le gradient social. Deuxièmement, donner du sens. Ça, c'est un travail qui doit être fait avec des spécialistes. On peut peut-être créer des histoires, je ne sais pas inventer. On sait que l'histoire, le narratif, c'est quelque chose de très important pour que les gens s'approprient quelque chose. Donc, il faut qu'on invente des histoires. Je ne sais pas lesquelles, je n'ai pas de solution. Il faut aussi soutenir, puisque je suis parti de l'idée qu'un risque contrôlable, c'est souvent l'illusion de contrôle qui crée un biais, augmenter le sentiment d'efficacité individuelle et collective, sachant que je suis capable d'agir. Sinon, je suis dans ce qu'on appelle, nous, l'impuissance. Et l'impuissance apprise, on sait que ça mène à des formes, voire pathologiques. Donc, évitons les alertes multiples, ce que je viens de dire. D'accord ? Préconiser des actions concrètes qui mettent en avant le sens de l'action des individus. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui doit être cognitif, c'est aussi qu'est-ce que je dois faire, ce qu'on appelle l'agentivité en termes techniques. Et aussi s'appuyer sur l'environnement social. Les youtubeuses fait partie de notre environnement social. Peut-être qu'on peut l'utiliser pour porter éventuellement des normes ou aider, puisque une des motivations quand même, je suis un peu darwinien, une des motivations humaines, c'est maintenir des liens sociaux. C'est une motivation, ce qu'on appelle une motivation humaine fondamentale. Parmi les motivations humaines fondamentales, il y a certes la peur de la contamination, ça existe, mais il y a aussi le fait de maintenir des relations sociales. Donc, s'appuyer sur une norme sociale. Et évidemment, mais ça, je plaide à des convaincus, mais ce n'est pas sûr que ce soit aussi convaincant dans le domaine des interventions. Dans le domaine des interventions, il y a aussi des approches qui sont plus basées sur la preuve que d'autres.
Et donc, le principe consistant à ce qu'un expert commande directement à une agence de communication, ou voilà, sans qu'il y ait un travail de recherche, de développement, d'analyse ou d'études qui soit fait, me paraît particulièrement peu souhaitable. Bon, je sais que la Santé publique France, c'est quand même la ligne directe. Enfin, je sais que ça existe, parce que j'ai été membre du conseil scientifique de Santé publique France, INPES à l'époque. Donc voilà un certain nombre d'ensembles. Donc je parlais au départ de rationalité limitée. Donc aujourd'hui, la mode, c'est plutôt à l'irrationalité prévisible. C'est-à-dire, c'est pas moi qui invente le concept. C'est-à-dire, effectivement, on a affaire à de l'irrationalité, mais d'une certaine manière, les connaissances que l'on a dans nos domaines des sciences molles permettent quand même de dire qu'il y a une certaine forme de prévisibilité. On n'est pas dans l'aléatoire. Autrement dit, ce sont des biais plutôt systématiques que des biais aléatoires. Et donc, de ce côté-là, je pense, effectivement, j'ajoute donc à ma conclusion que l'exposant peut être une opportunité donc, de communiquer donc, sur des risques du fait qu'on rassemble un certain nombre d'éléments. Après, à nous de savoir le faire, de savoir le communiquer, de savoir l'organiser. Sinon, effectivement, on a un phénomène exponentiel où la recherche, ce que disait M. Klein tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'augmentation de la recherche, qu'il y a de nouveaux risques qui vont apparaître de plus en plus du fait qu'il y a plus de recherche. Donc, il y a un travail vraiment à faire, voilà, de concentration, de communication, voilà. Pour renouer la confiance entre les citoyens et les politiques publiques, il faudrait aussi inclure davantage le citoyen dans la prise de décision. On voit bien le succès de la Convention citoyenne pour le climat qui pourrait inspirer l'organisation d'un large débat public sur les questions de santé et environnement. C'est d'ailleurs Jérôme Salomon, le directeur de la Direction générale de la santé, qui, lors d'une audition, pendant la commission d'enquête parlementaire que j'ai présidée sur les politiques publiques de santé environnementale, avait suggéré ça, ce recours à un débat public. Débattre permet de partager l'information en toute transparence, de faire adhérer la population aux décisions, de désamorcer d'éventuels conflits et puis de réduire la défiance. La conception d'une communication verticale, prescriptive et descendante de la part des agents des institutions de santé et des médias vers la population est à remettre en question aussi. À l'opposé, l'approche communicationnelle basée sur la participation et le co-développement considère l'individu comme l'acteur principal en position de dialogue avec l'État et ses représentants à travers un processus de communication civique qui permet de reconnaître des problèmes identifiés conjointement par la population et par les autorités. C'est en fait une espèce de démarche de responsabilisation en fait, des citoyens. Et cette approche prometteuse devrait, à mon avis, prévaloir. Mieux structurer le débat public sur les risques et mieux associer le citoyen en amont des prises de décision est également indispensable. La structuration du débat public sur les risques est aujourd'hui prise en charge par les agences qui multiplient les initiatives de dialogue avec la société civile, mais elles mériteraient d'être renforcées. L'élargissement de la saisine des agences par les citoyens et pas seulement par les pouvoirs publics, assortie bien sûr de filtres adéquats, pas saisir pour un oui, pour un non, mais pourrait constituer une piste pour renforcer ce lien entre les agences d'État et les citoyens et impliquer aussi ces derniers dans le débat sur les risques. Parce que le problème n'est pas simplement du côté de l'émetteur, il est aussi du côté du récepteur. Les messages sanitaires sont parfois contre-intuitifs. D'un côté, on parle de risque, de l'autre, d'un ressenti. Or, il n'est pas évident ni facile de comprendre la notion de risque. Tout d'abord, il est nécessaire de faire comprendre à tous que le risque zéro n'existe pas, que toute activité humaine génère des risques, qu'un cas n'est pas la preuve d'une cause, qu'un risque perceptible, comme des odeurs ou des suies par exemple, peut être moins important qu'un risque qui n'est pas perceptible, comme les microparticules dans l'air par exemple. Il s'agit également de faire comprendre que le risque est une notion probabiliste qui cohabite mal avec la vision déterministe du monde qui résulte de notre apprentissage scolaire à tous. Il importe également de faire de la pédagogie sur le risque de confusion entre le danger et le risque.
Petit rappel, hein, le danger, c'est une propriété pathogène, c'est une possibilité, une éventualité, une capacité à créer un dommage, alors que le risque est un indicateur de la vraisemblance de la réalisation du danger. Il est donc indispensable de former les citoyens et également les élus dans le domaine de la santé environnementale et développer l'éducation à la santé environnementale. Ça me paraît absolument primordial. Cela permettrait de mieux gérer les crises, mais aussi de mieux faire adhérer les citoyens aux décisions, par exemple les politiques de vaccination. Aujourd'hui, dans le PNSE 4, plusieurs actions visent justement à sensibiliser le public, à le former, l'informer sur l'état de son environnement, et puis les bons gestes à adopter pour les citoyens et puis pour à la santé aussi des écosystèmes. La formation, l'information des jeunes, des citoyens, des consommateurs, des élus, des professionnels, ça constitue un axe majeur d'une politique efficace de prévention en matière de santé-environnement. C'est d'ailleurs un des objectifs fondamentaux du PNSE 4, qui est de garantir une information fiable, notamment en utilisant des technologies numériques et innovantes, afin de permettre à chacun d'être en fait acteur de son environnement et de sa santé. Ce sont des outils comme RécoSanté qui donnent en temps réel l'état de l'environnement, le site de Santé publique France, les 1000 premiers jours de la vie, la plateforme du ministère de la Transition écologique qui s'appelle Territoire Environnement Santé, qui est animée par le CEREMA. Et puis, une des actions du PNSE 4 vise également à identifier la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits du quotidien, via une application aussi sur smartphone, pour augmenter la transparence. Une autre action consiste également à améliorer la lisibilité pour les consommateurs de l'étiquetage des produits ménagers, pour réduire les risques liés à leur utilisation. Par exemple, avec un étiquetage de type Toxiscore sur le modèle de ce qu'on connaît du Nutri-Score, même si le Nutri-Score doit être amélioré. Et le PNSE 4 cible également les populations à risque, comme les jeunes, à travers la démarche école promotrice de la santé, ou encore le service national universel, et puis également les jeunes parents autour des projets de grossesse. Bref, l'État et les décideurs politiques ne doivent pas être les seuls à sensibiliser aux enjeux de la santé environnementale. D'autres parties prenantes ont un rôle essentiel à jouer dans la diffusion de l'information et dans la prévention. Les collectivités territoriales, les entreprises, les organisations professionnelles et toute la société civile. Il faut que tous ces acteurs s'approprient la thématique de la santé-environnement et l'intègrent dans les stratégies locales, dans les enjeux au niveau local, dans tous les outils d'aménagement du territoire et de plans urbanistiques.